Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Gadiel Adounvo. Il est chroniqueur, analyste politique. Il sera face à un journaliste, analyste politique, Adrien Tchomakou. Avec eux, nous essaierons de commenter les différents sujets qui ont fait l'actualité au Bénin tout au long de cette semaine qui s'achève. Nous parlerons du retour de Attao Mohamed Renro à Cotonou. Nous allons essayer de décrypter ce retour. Nous parlerons également de ce coup d'État qui a eu lieu au Niger. Nous en parlerons également au cours du décryptage du jour. Avant de retrouver mes invités pour débattre également des différents sujets de l'actualité politique au Bénin, je vous invite à suivre l'instant pub sur Info Hebdo. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. C'est une première sur Esaü TV. Tout à fait. Merci infiniment, Gadiel Adounvo. C'est le deuxième baptême de feu. Bonjour. Bonjour Monsieur Kader, bonjour Monsieur Tchomakou. Merci. Bonjour Adounvo. En plateforme, j'espère. Comme d'habitude d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors Adrien Tchomakou, vous êtes journaliste, analyste politique. Dites-nous quelles sont vos impressions sur le retour de Mohamed Attao Renro à Cotonou. Écoutez, Attao Renro, le multimillionnaire Attao Renro a fait son retour triomphal au Bercail, au Bénin, et après avoir passé 7 ans en France, il s'est bien requinqué. Il est venu en pleine forme et vous avez vu les images hier sur les réseaux sociaux. On dirait un meeting. Vous savez, Attao Renro, pour ceux qui le connaissaient, et d'ailleurs ceux qui l'ont aussi vu ces derniers jours avant qu'il ne soit évacué pour des soins sanitaires, on a constaté que Attao Renro était dans un fauteuil roulant, très roulant, et d'aucuns pensaient qu'il était déjà décédé. Et si aujourd'hui Attao Renro est de retour, et il a organisé, permettez-moi de le dire ainsi, qu'il a organisé, je dirais, son arrivée, un meeting carrément. Il faut dire que Attao Renro lui-même l'a expliqué. Il disait que les gens pensaient qu'il était déjà décédé. C'est pour lui une manière de dire au peuple béninois qu'il est de retour, il est toujours vivant, il est en pleine forme, il est venu pour contribuer au développement de sa nation. Il se dit qu'il a déjà purgé ses peines, parce que vous savez, Attao Renro était condamné pour 5 ans de prison. C'était 5 ans de prison et il a fait pratiquement 1 an avant de quitter le Bénin, où il est allé passer de l'autre côté de la mer 4 ans. Donc, je pense que les 5 ans sont réunis. Ceux avec qui il était allé en prison, et il y en a qui sont déjà libérés. Donc, je pense quand même que Attao Renro peut se permettre de se promener aisément, de jouir de sa liberté. Il a purgé ses peines et je pense quand même que nous ne disons que bienvenue à Attao Renro. Mais l'important qu'on peut se dire, c'est quoi? Aujourd'hui, quelle est l'aventure politique d'Attao Renro? Je reviens par rapport à cela sur l'avenir politique de Attao Renro. Gadiel Adounvo, vous, est-ce que pour vous, c'est également une bienvenue qui doit être souhaitée à Attao Renro? Je crois que nous sommes à l'étape de la rédemption. C'est
une grande fierté qui m'anime lorsque je lis ce type de titre dans l'actualité politique béninoise. Parce que plusieurs pseudo-politiciens ont déjà, à plusieurs reprises d'ailleurs, affirmé que le gouvernement en place fait une chasse aux opposants, une chasse à ceux qui ne sont pas forcément en adéquation avec les idéaux que défendent le pouvoir politique en place, alors qu'en réalité, il est super important pour tout Béninois intéressé par l'actualité politique béninoise de savoir différencier les affaires judiciaires des affaires politiques. Attawa a purgé sa peine, comme l'a dit monsieur Adrien Tchomakou, et il est la bienvenue au Bénin, et comme vous le voyez tous, son retour est triomphal, sans langue de bois, sans que le président en place n'ait à forcément, comment vais-je le dire, l'empêcher de jouir de sa liberté en tant que citoyen ayant répondu de ses actes devant les juridictions compétentes. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est il est guéri. C'était ce que je redoutais le plus, parce que les dernières informations nous disent que son état de santé était un peu critique. Alors, le voir en très bonne santé, revenu au pays, c'est un truc qui me fait beaucoup plaisir. J'espère de cette même façon que les politiciens béninois qui ont peut-être des problèmes avec des affaires juridiques du pays puissent aussi revenir, purger leur peine, et voilà. Alors, est-ce que vous estimez véritablement qu'il a purgé sa peine lorsque l'on sait qu'il était parti dans des conditions que l'on sait pour une évacuation sanitaire, et que du coup, il ne revienne plus à Cotonou, et qu'il ne revienne fouler le sol béninois qu'après que la durée de sa peine soit écoulée? Est-ce que véritablement on peut parler là en réalité, pour moi, 5 ans de maladie, 5 ans de prison, c'est plus ou moins pareil. Il était malade. Il n'était pas en France en tant qu'exilé politique. Il était en France parce que les institutions médicales du Bénin n'étaient pas assez compétentes pour prendre soin de façon efficace de son état de santé. Donc voilà. Donc il a passé des moments pas forcément heureux en France. Maintenant qu'il est guéri, c'est important que nous puissions revoir notre citoyen en pleine forme pour des causes patriotiques. En tout cas, nous l'espérons. Vous l'espérez. Adrien Tchomakou, tout à l'heure, vous étiez en train de vous questionner sur l'avenir politique de Attaw Mohamed Renouho, mais avant d'y arriver là, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, alors, Mohamed Attaw Renouho qui rentre ainsi, comme on l'avait décrit tout à l'heure, après avoir purgé sa peine, alors, est-ce qu'on pourra dire de la même chose peut-être à l'avenir de Georges Bada et bien d'autres personnes qui ont été condamnées et qui se retrouvent hors du pays? Avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais d'abord saluer le fair play, la détermination, le rôle républicain des forces de l'ordre, des policiers républicains qui ont su encadrer la foule d'hier. Ceux-là qui voulaient coûte que coûte toucher la peau, la chemise de Attaw Renouho. Parce que ce n'est pas facile que des policiers l'encadraient. Et si vous voyez les images, ils drainaient du monde. Donc c'était une véritable marée humaine. C'était une véritable marée humaine. Donc les policiers ont su quand même tout mettre en œuvre pour que, à l'occasion, peut-être que Attaw Renouho ne soit pas lynché, ou du moins, parce que vous savez, on ne sait pas tous ceux qui étaient là, l'esprit qui les animait. Donc, je pense que la police a fait un travail patriotique, un travail républicain, et nous devons les encourager, les féliciter. Revenons à votre préoccupation. Vous voulez savoir si Attaw Renouho a véritablement épuisé sa peine. Écoutez, je vais vous parler de l'exemple de Bada. Par exemple. Que dit le code pénal? C'est d'abord sur la base de cela que nous pouvons répondre. Au plan juridique, lorsque vous êtes condamné, ça peut être même par contumace, c'est bien ça qu'on dit. Contumace, oui. Contumace, ou du moins, vous êtes condamné et pour des raisons de santé, on vous a évacué, ou bien vous avez réussi à échapper aux forces de l'ordre et à la police pénitentiaire, par exemple. Écoutez, dès que vous, ou bien même vous avez réussi à être en maquis et qu'on vous a condamné, pendant tout le temps que vous ferez en exil, écoutez bien, je parle même en exil, si le délai passe, c'est que vous avez purgé votre peine. Donc, 20 ans après, Sébastien Djavon aussi. 20 ans après, Sébastien Djavon peut rentrer au bercail. Si
Écoutez, même là où il est, ils peuvent rentrer. Ils peuvent rentrer, tout est possible. Je prends Komi Koutié. 20 ans après, Komi Koutié peut rentrer. Et il n'y aura pas de souci à se faire. C'est bel et bien ça. Parce que du moment où vous êtes condamné et qu'on n'a pas réussi à vous mettre la main, ou du moins c'est pour raison de santé, écoutez, être en prison, c'est encore mieux que d'être malade. Hein. Parce que si vous êtes en prison, on sait que vous êtes en prison. Quand vous êtes malade, Vous êtes entre la vie et la mort. vous êtes entre la vie et la mort. Vous voyez ça? Que ça, c'est même plus grave. Et vous devez vous dire quelque chose. Nous sommes tous des prisonniers ambulants. C'est la raison pour laquelle quand des gens se réjouissent de certaines informations, on dit que bon, telle personne est en prison, telle personne est condamnée à 20 ans de prison, à 10 ans de prison. Je dis non, vous ne devez pas vous en réjouir, même vous qui êtes là. Écoutez, nous professionnels des médias du Bénin, à tout moment, nous pouvons nous retrouver en prison pour délit de presse. Et c'est ça. Que la Providence nous préserve de Donc, cela. c'est pour vous dire quoi? Oui. Personne ne souhaite d'aller en prison, personne ne le souhaite, mais nous devons nous dire que la prison peut venir à tout À moment. tout moment, véritablement. Dans un instant, Adrien Tchoumakou, gagner la Douva. Alors, ce retour-là, quelles sont les déductions politiques, les enseignements que vous en tirez? Est-ce que je dirais que je tire des enseignements? Je dirais plutôt que je suis dans une position d'observation des prochaines actualités politiques. Est-ce que M. Ataou Renoko revient au pays dans l'objectif d'exercer encore son ex-fonction de député du pays? Il faut attendre 2026. Est-ce qu'il compte se relancer en politique? Est-ce qu'il compte revenir en fait de façon efficace et réelle dans la scène politique? Ça, ce sont les questions que je me pose. Donc actuellement, ce qui est sûr, il y a des tractions politiques qui se font dans l'ombre, parce que pour l'instant, on n'a pas assez d'informations, mais je sens que d'ici quelques temps, j'aurai beaucoup plus d'informations, histoire de faire une analyse beaucoup plus concrète, parce que vous voyez, lorsque un politicien d'envergure, parce que Ataou, on est revient dans un pays, ce n'est pas un fait anodin, c'est clair que c'est lié à beaucoup de choses que nous ne savons peut-être pas. Donc s'il est là, c'est bien, et je sens quand même que d'ici quelques temps, nous allons l'entendre. Nous allons l'entendre. Mais lorsque vous dites que nous allons l'entendre, est-ce que dans les jours à venir, on peut s'attendre à ce que d'autres personnes, d'autres politiques, d'autres grosses cylindrées du pays qui se retrouvent hors du pays, tel que l'a évoqué tout à l'heure Adrien Tchoumakou, le cas de Komi Koutié, Sébastien Jammer-Javon, est-ce qu'on peut espérer peut-être les voir fouler le sol béninois? Je m'y attends fermement. Même certaines discrétions disent que pour la fête de l'indépendance qui vient dans quelques jours, que des politiciens exilés puissent revenir au pays, ce serait une très bonne nouvelle pour les Béninois. Ça va redorer le blason, parce que actuellement, une des plus grosses tâches qu'on trouve au gouvernement en place, c'est que beaucoup d'opposants le disent. On ne sait pas si c'est forcément fondé, mais beaucoup disent qu'il y a une certaine aptitude à mettre à l'écart les opposants. Mais déjà, Ataou est venu, donc déjà, comme je le disais au début, ça démystifie ce mythe-là. Et on espère aussi que d'ici, je l'espère, que d'ici quelques temps, et que quand il n'y a pas de temps, je parle en termes de jours, d'autres opposants reviennent, et qu'on n'ait pas à attendre 20 ans, comme le disait Lenné Tchoumakou. Oui. Par rapport Adrien? à ça, par exemple, moi je vois que Valentin Génotin, lui peut revenir parce qu'en fait, Valentin Génotin, le cas de Valentin Génotin, l'ex-ministre Valentin Génotin, lui, il n'a pas été condamné par la justice, il n'a même pas été écouté par la justice, c'est juste une convocation que la police nationale d'alors, ou bien c'est la police nationale, aujourd'hui police républicaine, c'est juste une convocation que l'unité spécialisée de la police OCLC lui a adressée suite à des informations qui faisaient état de ce que il y a un document que Valentin Génotin aurait partagé sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui l'a amené à vite prendre la clé des champs. Je pense que si Valentin Génotin revenait aujourd'hui, personne ne peut l'écouter. On peut peut-être encore lui adresser encore une convocation, puisque c'est une seule convocation qu'il avait reçue en son temps. Et dans les normes, tu dois recevoir au moins 2 convocations avant que la police ne vienne t'interpeller. Puisque s'il n'a pas volé, on n'a pas parlé des cas de détournement pour lui. Donc je pense que
Son cas, par exemple, c'est ça. Léonce Ngoubadi, un ami, ancien journaliste, Tout à fait. lui n'a même pas reçu de convocation. Il a dit qu'il a appris qu'il y a eu des menaces qui faisaient état de ce qui sera interpellé et il est parti. Mon ami Hugues se soupait. Ceux-là peuvent revenir au pays. Et moi, je souhaite vivement qu'ils reviennent. C'est vrai qu'il n'y a pas un décret présidentiel, il n'y a pas une décision du gouvernement qui faisait état de ce que ceux-là étaient recherchés, ou du moins, si vous allez dans les bases de données du ministère de la Justice, Du ministère de l'Intérieur. du ministère de l'Intérieur aussi, Oui. il n'y a pas un mandat d'arrêt contre ceux-là. Écoutez, donc ils peuvent venir aisément au pays. C'est vrai, il y a des cas. Par exemple, Sébastien Germain Adjavon, Komi Kouché. Mais tout est possible. Pourquoi ne pas attendre ce 1er août où peut-être ils seront graciés par le chef de l'État et ils vont rentrer aisément. Ils vont Encore rentrer. qu'aujourd'hui, maintenant, le chef de l'État a plein pouvoir. La justice béninoise a donné plein pouvoir à Patrice Talon et le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, premier responsable de la justice, peut prendre une décision, c'est-à-dire un décret pour pouvoir annuler les peines privatives de liberté à X ou Y qui est en exil, qui a été condamné par contumace ou bien condamné et qui est gardé dans les liens de la justice béninoise. Donc je pense que le champ est ouvert, les négociations suivent leur cours et je prie le chef de l'État d'agir en bon père comme il en a l'habitude de le faire afin que le 1er août, le mardi prochain, soit une fête grandiose, une fête qui doit dater davantage dans les annales du Dans notre peuple pays, béninois. le Bénin. Alors, Gadiel Adoufa, est-ce que vous voyez les prémices de ce que annonce Adrien Tchoumakou? Est-ce qu'au regard de l'actualité politique, dans l'analyse politique, est-ce que vous voyez le terrain favorable à à l'effectuation d'une telle doléance? Je l'ai dit d'ailleurs, le terrain, quand il s'agit d'un peuple et quand il s'agit de l'exil de quelques personnes phares de ce peuple-là, et quand on va discuter du sujet de leur retour, je crois qu'il ne faut pas attendre, qu'il faut pas beaucoup attendre même des conditions imaginaires avant d'espérer un retour. Pour moi, le terrain est toujours favorable lorsqu'il s'agit, par exemple, de personnes béninoises qui ont un rôle à jouer dans leur État. Il est hyper important que ces personnes-là puissent venir et on n'a pas à attendre des conditions. Qu'est-ce que vous appelez conditions favorables? Nous sommes dans un État, nous sommes dans une démocratie, ceci est clair lorsque nous basons sur les indices démocratiques et on n'a pas à attendre des conditions avant qu'ils ne viennent. Ils seront là. Le fait est que ce qui me dérange un peu, c'est ces opposants politiques qui sont partis alors même qu'on leur a fait seulement une seule convocation. Je me demande si ces actions-là ne font pas preuve d'aveu de culpabilité parce que la fin n'était pas encore loin. Ils sont partis. Ils sont acteurs politiques, on est en politique. Ce n'est pas comme si ils ont été renvoyés. Donc, je trouve même que leur retour n'est pas forcément tributaire d'une décision politique interne, qu'ils reviennent. Le reste, ça se dira entre eux, la justice béninoise et les acteurs politiques béninois. La justice béninoise et les acteurs politiques béninois. Alors, Adrien Tchoumakou, lorsque je me retourne vers vous, je repose la même question que j'ai posée à l'instant à Gadiel Adoufa. Est-ce que, selon vous, le climat est favorable à ce que vous espérez, à votre espérance? Le climat est hautement favorable, plus favorable que tel que nous le dites. Vous savez, Patrice Talon veut travailler avec tout le peuple béninois, tous les acteurs politiques. Le chef de l'État, Patrice Talon, veut bien travailler, pour ce que je sais, avec tous les opérateurs économiques, les hommes d'affaires. Et je pense qu'il a intérêt à demander encore que les gens reviennent au pays. Parce que, évidemment, vous savez, il y a quelque chose, si vous ne vous reprochez rien, pourquoi ne pas revenir dans votre cher et beau pays, le Bénin, et construire le pays ensemble avec le chef de l'État qui est là? Je pense que vous avez vu Attao Henro, qui est rentré triomphalement, qui a déjà annoncé les couleurs. Et c'est la question, c'est la raison pour laquelle je me pose la question de savoir quelle sera son aventure politique. Est-ce que Attao Henro va créer son parti politique pour mieux... Mais il y avait une de ces formations politiques qui a déjà rejoint le bloc républicain. Écoutez, vous savez,
quand vous prenez la zone de Akpakpa, de Semekbodi, où Atao Renoupo faisait le plein en matière de suffrage électoral lors des élections, vous devez constater que c'est le bloc républicain qui a d'ancrage là actuellement. Écoutez, c'est parce qu'il n'est pas là et c'est parce que peut-être qu'il n'était pas là que, puisque même si tu es président d'un parti ou président d'honneur d'un parti, ce n'est pas quand on va en assemblée générale, l'assemblée générale est souveraine. Dès que l'assemblée générale décide de quelque chose, ça passe. Comme il est rentré, il peut opter, faire désormais de l'opposition. Ah oui, une opposition constructive. Il peut créer un autre parti politique et dit désormais que lui, il n'est pas de l'opposition radicale, de l'opposition centriste, mais il est d'une opposition favorable au développement. Et cette opposition va consister à faire des propositions objectives, correctes et dignes au chef de l'État, au gouvernement en place, dénoncer, si éventuellement il en a, dénoncé bien sûr les dérives du pouvoir, s'il y a dérive, Atao Renouko peut prendre la tête d'un parti politique qui peut faire le jeu du pouvoir, c'est-à-dire créer par exemple un autre bloc et soutenir davantage des pieds et des mains le pouvoir en place. Comme Atao Renouko peut juste se fondre directement dans le bloc républicain qui avait déjà absorbé son parti réseau Atao. Donc je pense qu'il y a plusieurs alternatives pour Atao Renouko. C'est à lui de mûrir ses réflexions. Vous savez, à des situations exceptionnelles, mesures particulières, Atao Renouko est de retour. Il a expliqué la raison fondamentale pour laquelle il a médiatisé son retour. On lui a posé la question de savoir quelle sera sa position politique. Et je pense quand même qu'il a bien fait de se retenir pour ne pas avancer quelque chose pour le moment. Je pense que les jours à venir vont nous donner raison, ou vont donner raison à Atao Renouko. Les jours à venir permettront à Atao Renouko de faire une déclaration objective et solennelle, une déclaration qui va situer davantage le peuple béninois sur l'aventure politique de Atao Renouko. Merci. Une chose est claire. Adrien, Une chose est claire. Atao Renouko, nous le connaissons par le passé, qu'il est un acteur clé, un acteur fondamental d'un groupe commercial. Atao Renouko, je pense qu'il va laisser tomber complètement ce secteur d'activité. Il ne va plus se lancer dedans, ou du moins, il va prendre de réserve pour voir ce que l'avenir lui réserve. Que présage l'avenir, selon vous, sur le plan politique pour Atao Renouko? J'ai l'impression que cette question est identique à la question que vous m'avez posée précédemment. Oui. Mais je vais le répéter. Ce que je présage pour qu'on va dire Atao Renouko, c'est... Je m'attends sincèrement pas à une extrême opposition de sa part, parce que déjà il faudrait qu'il puisse digérer les dernières décisions politiques qui ont été prises durant son exil. Bon, je ne dirais pas exil, je dirais sa période de soins. Il faudrait qu'il puisse digérer ces décisions. Il faudrait qu'il puisse comprendre qu'il faut un minimum de patience et de calme pour pouvoir regarder dans un ensemble impartial tout ce qui a été fait en son absence, avant maintenant qu'il ne puisse se poser. Parce que là, même si on suppose que depuis son état d'accueil, il suivait un peu l'actualité béninoise, il n'en est pas encore bien imprégné. Donc il se calme. Moi, je lui conseillerais même pas de commencer directement à s'ingérer dans la scène politique de façon un peu précipitée, de bien observer, de savoir si il faut rejoindre le BR. Mais aujourd'hui, il y a le développement. Il était informé de l'actualité politique au Bénin. Il avait quand même des informations. Ce n'est pas pour rien qu'il a préféré ne pas donner sa position. C'est parce qu'il rejoint ma thèse, qui est celle de l'observation, d'une observation réelle, avant maintenant de prendre position. Et c'est très important. Il ne faudrait pas devenir opposant. Parce que personnellement, si Atao maintenant se met du côté d'opposition, il se met à faire des œuvres
opposante dans le pays actuellement, moi, je vais juger ça déloyal. Je vais le traiter d'opportuniste parce que, vous savez, le Béninois a un comportement typique politique lié à lui. Lorsque vous faites bien les observations à la veille des présidentielles qui viennent, très souvent, c'est celui qui n'était pas au pays, qui était considéré comme opposant du régime qui était en place, le régime sortant, qui revient, fait son petit cinéma, et informe le public de son opposition, peu importe si le gouvernement en place fait des bonnes actions et commence à gagner, qu'on va dire, l'appréciation du public parce que nous sommes dans un peuple beaucoup plus émotif qu'intellectuel. C'est possible que ça marche, mais moi, je ne suis pas beaucoup trop pour cette démarche-là. De toute façon, Une chose est claire, Atao Henouho, pour clôturer ce sujet, Atao Henouho ne peut pas aller labourer la terre. Il n'est pas artisan. On le connaît en tant qu'acteur politique, député, ancien député à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que Atao Henouho doit toujours faire la politique. Et nous l'attendons. Et nous l'attendons. Nous allons voir ce que diront les jours à venir et également ce que le chef de l'État nous réserve pour le 1er août prochain. Justement, par rapport à cela, avant de tomber sur le cas du Niger, Gadiel Adouvo, le 1er août, quelles sont vos espérances par rapport au message du chef de l'État sur l'état de la nation? Tout à l'heure, Adrien Tchomakou espérait quand même obtenir une grâce en faveur des exilés politiques, ceux qui sont qualifiés d'exilés politiques, et également ceux qui sont qualifiés de prisonniers politiques, notamment les cas de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo. Vous savez, je ne doute pas du tout de la bonté intérieure du chef de l'État. Mais comme je le disais depuis le tout début, il ne faudrait pas forcément confondre les affaires politiques, les affaires judiciaires. Rekiat Madou, comme on veut le dire, est-ce qu'elle est prise dans un dossier politique ou c'est un dossier judiciaire? Il faut aller se poser les questions. Judiciaire à connotation politique peut-être? Non, mais je ne connais pas cette expression-là. Je vous pose la question, moi. Dans mon cursus juridique, en réalité, il y a le judiciaire, il y a le politique. Donc, je ne crois pas du tout que Rekiat Madougou soit en prison pour des affaires politiques, c'est pour des affaires judiciaires. Parce que, après avoir lu, et je n'ai pas la totalité de la connaissance, tous mes documents de droit et tout, je ne suis pas encore tombé sur un article qui parle d'un truc politique et qui serait pénal. Vous voyez? Maintenant, on parle de terrorisme. Lorsqu'on on va pas revenir sur les faits, mais par rapport à l'espérance des uns des autres, on a vu la sortie de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien bâtonnier Robert Dossou, qui quand même a plaidé dans ce sens-là. Aujourd'hui, quelles sont aujourd'hui les espérances? Si, faut dire être sincère, moi, étant donné que je suis un pur africain, un pur béninois, c'est jamais une bonne nouvelle quand des personnes humaines sont en prison. Ce n'est jamais une joie pour moi de savoir que certaines personnes sont en réclusion totale. Donc, s'il y a espérance, moi, j'espère vraiment que le gouvernement en place va user de toutes ses forces pour les mettre en liberté. Ce serait vraiment, comme ce que je disais depuis le début, le renouveau, ce sera vraiment très bien pris par la population béninoise. Par la population béninoise. Merci à vous. Alors, Adrien Tchomakou, il y a eu coup d'État au Niger. L'analyse politique, comment il décrypte cette situation-là qui s'est déroulée? Oui, vous savez, le coup d'État n'est pas une bonne chose. Et tout le monde le sait. Prendre le pouvoir par la force dans un pays démocratique n'est pas du tout souhaitable. Mais l'acte est posé au Niger. On a suivi les déclarations des partenaires extérieurs du Niger qui ont condamné l'acte. La CEDEAO qui reconnaît toujours Bazoum en tant que président légitime du Niger. L'ONU qui condamne le fait. L'Union africaine, ainsi de suite. Que ce soit même la Russie qui condamne. Donc, une chose est claire, aujourd'hui, un acte a été posé. Le Niger est en effervescence, même si plus ou moins le calme est revenu. On a suivi des déclarations de pour et de contre, des manifestations, il veut dire des manifestations de pour et de contre, des gens qui sont pour, qui soutiennent et qui continuent de soutenir. Les putschistes? Non, je parle de Bazoum d'abord. Au même moment, dans 2 villes du Niger, on a suivi des manifestations qui soutiennent les putschistes. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Le haut commandement militaire, c'est-à-dire l'état-major général du Mali, a aussi fait une déclaration.
Et cette déclaration, quand vous lisez bien, on se rend aisément compte que c'est pour qu'il n'y ait pas d'effusion du sang, de bain du sang, qu'il n'y ait pas, je ne dirais pas une guerre, mais un affront, une lutte entre les forces du Nigeria, que le haut commandement militaire souscrit à l'acte qui a été posé. Sinon, au regard de ce qui a été rendu public, on se pose même la question de savoir si ce n'est pas malgré le haut commandement militaire que le haut commandement militaire souscrit à ça. Ce qu'il faut dire, c'est que l'acte est condamnable, mais quand vous suivez aussi les 3 différentes déclarations des putschistes, c'est quoi? On dit dedans, ils ont évoqué les raisons pour lesquelles le président a été déçu. En nombre de ces raisons, Rappelez-les à nos amis internautes. on dit qu'il s'agit de la dégradation avancée de la sécurité dans ce pays. On nous parle d'une mauvaise gestion économique et sociale. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'en aucun cas, ils ne remettent pas en cause la gestion démocratique du pays. C'est pour dire que les tests et droits sont respectés. Ça, c'est mon analyse personnelle. Quand ils parlent d'une mauvaise gouvernance sociale, ça veut dire que dans ce pays, il n'y a pas le hautement social, il n'y a pas la prospérité partagée. Mais si nous admettons que, premièrement, le Niger est le pays qui a plus de réserves en uranium dans tout le monde entier. Et le 4e pays, c'est bien le Niger, qui est le 4e pays le plus producteur de l'uranium dans le monde entier. Nous devons nous poser aussi des questions. Pourquoi on voit assez de compatriotes du Niger au Bénin, où nous les voyons dans les feux tricolores, vendre des dattes, vendre de l'oignon un peu partout? Ça veut dire effectivement que la prospérité n'est pas partagée dans ce pays. Il faut avoir le courage de le dire. Ça veut dire que sur ce pan de prospérité partagée, les putschistes ont raison. C'est-à-dire, il n'y a pas de hautement social. Maintenant, on parle d'une mauvaise gestion économique. Je ne maîtrise pas les données économiques, le PIB, pour pouvoir faire une analyse sur ça. Sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, nous reconnaissons que dans toute l'Afrique de l'Ouest, presque toute l'Afrique de l'Ouest, à l'heure où je vous parle, les djihadistes opèrent. Pour ne pas dire dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Il faut reconnaître que même au Bénin, les djihadistes opèrent. Même si nous prenons des mesures sauvages pour pouvoir endiguer le mal. Au Togo, au Burkina Faso, au Mali, même au Mali, où il y a la junte qui est au pouvoir, est-ce que, même au Burkina où il y a la junte au pouvoir, est-ce que ça empêche les terroristes de frapper? Les terroristes ne continuent pas à frapper. Donc pour moi, cette raison n'est pas fondée. Je reconnais qu'en matière de hautement social, de prospérité partagée, les putschistes ont raison. Parce que le Niger ne peut pas être le 4e pays au plan mondial producteur de l'uranium. Et écoutez, le Niger est classé parmi les pays les plus pauvres de l'Afrique. En matière de développement, le Bénin est largement, même le Togo tout près, est largement en avance sur le Niger. Le Niger est classé parmi les pays les plus pauvres. Vous ne pouvez pas disposer d'autant de ressources minières et être classé à ce niveau. Donc, moi, je vois qu'il y a un problème. Évidemment, les coups d'État, ça ne date pas de ce jour au Niger. Si je ne me trompe pas, ça fait au moins la 4e ou 5e fois qu'il y a coup d'État
qu'on ait de coup d'État. qu'on ait eu de coup Je d'État. reviens dans un instant, Adrien Tchomakou. Gadiel Adouvon, quelle est votre lecture de l'actualité au Niger? Déjà, si je m'en tiens à l'analyse de M. Tchomakou, effectivement, les raisons qu'ont évoquées les putschistes, c'était l'instabilité sociopolitique et le problème principal qui est le problème sécuritaire. Mais lorsque nous voyons cette scène-là, il est difficile de ne pas parler en fait de la France-Afrique parce qu'aujourd'hui, au Niger, il y a un clivage créé en deux blocs. Les pro-français et les pro-russes. Aujourd'hui, comme on le sait tous, le Niger est un pays très riche en matière d'uranium. L'uranium qui est un métal qui normalement est suffisant pour qu'un pays soit économiquement très prospère et c'est inconcevable qu'aujourd'hui le Niger soit encore un des pays les plus pauvres du monde. Donc les militaires qui ont mis en place ce putsch-là, au lieu de les condamner, bien que c'est vrai qu'un coup d'État, ce n'est pas forcément un truc à vouloir, moi je fais plutôt une analyse sociopolitique et je constate dans un premier plan, si je m'en tiens en fait à une analyse historique, que les Africains ne sont pas encore vraiment prêts pour la démocratie. Pourquoi ils ne sont pas prêts pour la démocratie? Depuis plusieurs années déjà, les coups d'État ont commencé à naître dans l'Afrique, surtout dans l'Afrique. À être récurrent, dans l'Afrique francophone. Vous connaissez le cas de M. Goïta, de Ibeka, qui a été pris par des milices politiques. Ensuite, Goïta est revenu. Ça, c'est le cas, je crois, du Mali. Burkina Faso, nous avons eu 2 coups d'État en 2022. Lorsque nous prenons par exemple le Niger, maintenant il y a encore un coup d'État. Donc il y a vraiment soit un problème historique qui est lié en fait. Les raisons sont historiques, c'est de dire l'Africain n'est pas encore prêt vraiment pour la démocratie parce que certains coups d'État sont liés en fait à la tendance des gouvernants à vouloir faire beaucoup plus que le temps imparti par la démocratie. C'est pourquoi je parlais de l'aspect non démocratique instauré dans le sentiment béninois, et africain plutôt. Et ensuite, je parlerai maintenant de cette ingérence dont fait preuve les États occidentaux en Afrique. C'est quoi l'argument principal de ces putschistes-là? On constate que les chefs d'État qui sont censés aller dans le sens des intérêts de la population africaine principalement sont, pardonnez l'expression, des marionnettes du monde occidental. Il y a beaucoup trop d'ingérence. La preuve, c'est que malgré qu'officiellement, l'État nigérien a interdit, a fermé ses frontières terrestres et aériennes, depuis hier ou avant-hier, il y a un avion militaire français qui s'est posé sur le territoire nigérien. Comment expliquer cela si nous parlons d'un monde géopolitique où on déclarerait que le Mali est un pays, le Niger plutôt un pays souverain. Donc déjà, on sent déjà qu'il y a un conflit entre le bloc civilisationnel, qu'on va dire, occidental, je ne veux pas être beaucoup plus de la France, et le bloc soviétique, je ne veux pas de la Russie. Donc actuellement, j'ai eu plusieurs personnes qui sont actuellement au Niger, qui m'ont confirmé qu'il y a beaucoup plus de personnes du côté de l'action putschiste que ceux qui sont vraiment pour le président qui a été... Mais selon vous, qu'est-ce qui peut justifier cela? Lorsque vous dites par exemple que vous avez comme l'impression que les Africains ne sont pas prêts pour la démocratie, comment on peut comprendre qu'un président démocratiquement élu, que 2 ans et demi après, on le fasse un coup d'État et que l'on justifie cela par ce que vous avez énuméré à l'instant? Oui, est-ce que pour vous, ce coup d'État est fondé? Est-ce que ce coup d'État mérite d'être argumenté et justifié? Vous avez, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'instabilité sans cause. Pour moi, un coup d'État, c'est une instabilité politique. Et quand on parle d'instabilité politique, quand on parle de coup d'État, ce n'est pas un fait qui est venu de façon anodine. C'est clair qu'il y a des causes. Et donc, déjà, ils ont énuméré plusieurs causes. Au Bénin, il y a beaucoup de personnes du Niger qui vendent dans de très mauvaises conditions, la date, du attiaké fait à base de gari. Ils sont actuellement au Bénin, ils vendent ces trucs. C'est clair que déjà, le Niger n'est pas le pays dans lequel un Africain peut vraiment s'épanouir. Il y a un problème. Donc, tant qu'il y a des problèmes du genre, et que nous avons un gouvernant qui vient, mais qui ne prend pas vraiment de vraies décisions pour que le pays puisse se développer, et il prend des décisions qui ont tendance à beaucoup plus favoriser la main invisible, c'est clair qu'il y a colère. Et ceux qui sont le mieux placés, en fait, pour tenir le gouvernement, l'État, sans être manipulés, par exemple, par
J'ai quand même envie de vous poser une question que peut-être je vais retourner encore à Adenou Tchoumakou. Alors, vous estimez que l'armée prend ses responsabilités en inversant ces chefs d'État lorsque ils ne sont pas à même de prendre des décisions de porter à impacter la vie des citoyens. Mais qu'est-ce qui peut justifier, selon vous, cette volonté de nos militaires depuis un certain temps à vouloir du pouvoir d'État? Et il faut faire une différence. Est-ce que ailleurs, je ne veux pas citer des pays, mais est-ce que ailleurs les décideurs prennent mieux des décisions au profit de la population? Nous avons des pays où il y en a qui sont au pouvoir depuis même qu'avant notre naissance, quand même Choumakou est plus âgé que nous tous. Il y en a qui sont au pouvoir avant notre naissance à nous tous sur ce plateau, mais pourtant, ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi alors ce cas-là, par exemple? Nous avons déjà commencé à parler, parce que vous avez abordé l'aspect des autres pays, que vous estimez ne pas forcément tout le temps prendre des décisions qui ont un intérêt pour la population. Mais la différence entre ces pays-là et nous, c'est que nous ne sommes pas aussi politiquement souverains qu'eux. L'ingérence de l'occidental, du monde occidental est monumentale en Afrique. C'est connu de tous. Donc en réalité, moi, c'est vrai qu'il y a forcément du sang qui va couler, il y a forcément des événements qui ne vont pas forcément plaire. Mais je suis très sûr que toute bonne révolution commence toujours par cette période d'instabilité. Donc en réalité, je regarde avec une certaine fierté ce qui se passe. C'est vrai que ça n'a pas arrangé tout le monde personnellement, mais de façon générale, ça va apporter un intérêt à l'ensemble de la population africaine. Tout à l'heure, Adrien Tchoumakou, dans son analyse, Gadiel Adofo a évoqué quand même cette guerre entre la France et la Russie. On a comme l'impression que c'est ce qui se matérialise à travers ces coups d'État qu'on observe dans ces pays de l'Afrique francophone. Mais selon vous, Tchoumakou Adrien, qu'est-ce qui, selon vous, peut donner légitimité à ces actes que posent ces militaires-là? Merci beaucoup. Parce que les raisons qui sont évoquées dans ce coup d'État et dans tous les autres coups d'État qui ont été connus, que ce soit au Burkina, au Mali, en Guinée, ces raisons-là, on les retrouve dans tous les autres pays de l'Afrique et même dans des pays d'Europe. On ne dira pas que la France est un pays totalement en sécurité, on ne dira pas qu'il y a zéro insécurité également aux États-Unis. Donc, alors. Oui, il faut dire quoi? Il faut dire que on ne peut pas omettre les mains invisibles des grandes puissances. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le souligner. Les mains invisibles des grandes puissances, nous ne pouvons pas balayer ça du revers de la main, même si je prends par exemple le cas de la Russie, où la Russie condamne l'acte, condamne ce coup d'État et reconnaît que jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est bel et bien Bazoum qui est au pouvoir. Une chose est claire, l'uranium, les réserves d'uranium du Niger sont aujourd'hui, depuis plusieurs années, exploitées par la France, légitimement. Vous comprenez ce que je dis? Bon, maintenant, du fait que c'est la France qui est le monopole, une chose est claire, si c'est quelqu'un qui a ce monopole, l'autre puissance ne sera pas d'accord. Donc, cette hypothèse n'est pas du tout à balayer du revers de la main. Ce qu'il faut souligner, c'est quoi? C'est que Bazoum, pour Bazoum, il demeure le président. C'est pour cela qu'on continue de dire que nous sommes dans une situation confuse. Il demeure le président de la République parce que, depuis 3 jours, il a refusé de signer sa démission, de prendre un acte, d'écrire noir sur blanc qu'il a été déçu, qu'il n'est plus président de la République, qu'il a démissionné. Il a refusé. Et c'est ce qui fait que Bazoum est séquestré, il est gardé à son domicile avec sa petite famille. Et il appelle la communauté internationale à agir pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Alors, lorsqu'il appelle la communauté internationale à réagir, cette situation met au banc des accusés également le rôle de la CEDEAO. On a vu le président Bola Ahmed Tinubu, lorsqu'il prenait la présidence de cette instance sous-régionale, se prononcer contre les coups d'État. En voilà un, le président Patrice Talon est mandaté par la CEDEAO. Selon vous, mission impossible ou qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une éventualité où des militaires seront envoyés là-bas pour établir l'ordre ou qu'est-ce qui va se passer selon vous, avec la mise en garde des putschistes également? Non, il faut souligner quelque chose. Les militaires de la CEDEAO ou d'un autre pays étranger
ne peuvent du moins pas intervenir directement au Niger. Normalement. Normalement. Oui, normalement. Et c'est ce qui va se passer. Première des choses, on doit souligner quelque chose. Ce qu'il faut souligner, c'est quoi? La CEDEAO, les tests de la CEDEAO en État ne permettent pas du tout au président en exercice de s'ingérer dans la gestion d'un pays membre de la CEDEAO. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle moi, Adrien Tchomakou, j'ai toujours demandé à ce que les tests soient revus. Parce qu'il y a ce que nous appelons la souveraineté de l'État. Chaque pays, chaque État est souverain. Il y a la défense de l'intégrité territoriale. Vous avez vu tout à l'heure, M. Adouvo soulignait qu'il y a eu violation des franchises aériennes parce que la France a envoyé un avion militaire au Niger alors que les putschistes ont dit qu'ils ne veulent pas d'une intervention extérieure et que toutes les frontières sont bloquées, sont fermées. Maintenant, ce qu'il faut dire et il faut nuancer, c'est que quand est-ce que la décision a été rendue publique? La décision a été rendue publique autour de 23h30 sur la radio et télévision nationale du Niger. Pour quitter la France avec un avion militaire et venir au Niger, il faut en moyenne minimum 8 heures de vol. Bon, pas 8 heures, 6 heures. 6 heures. Il faut 6 heures sans escale. Maintenant, est-ce que si depuis, ça là il faut le dire, vous devez constater que depuis le mercredi, on parlait d'une tentative de coup d'État. Donc, le coup d'État n'était pas encore consommé. Oui. Donc, dire que les gens ont violé, s'ils sont déjà en l'air avec l'avion, je pense qu'atterri, ils peuvent être surpris de ce que les choses ont évolué comme ça, même si éventuellement, ils savaient pertinemment qu'ils sont informés de ce que... Tout à fait. Somme toute. Donc, en grosso modo, c'est pour dire quoi? L'enjeu de taille. La CEDEAO doit jouer un rôle très important. C'est vrai, c'est le président béninois Patrice Talon qui est désigné pour la médiation au Niger. Et vous avez vu, le mercredi, là, quand il a été désigné pour se rendre là-bas, il est d'abord rentré au Bénin pour prendre les dispositions sécuritaires avant d'y aller, quand les données ont changé et les frontières sont fermées, il ne peut plus. Et c'est ce dimanche, que tous les autres chefs d'État, membres de la CEDEAO, les juntes ne sont pas dedans, bien sûr, vont encore se retrouver à Abuja pour définir une autre stratégie de lutte contre, non seulement, je dirais, les djihadistes et les terroristes, mais comment ramener l'ordre constitutionnel au Niger. Ce que je voudrais souligner, c'est-à-dire, il faut que les chefs d'État membres de la CEDEAO comprennent que ce sont les frustrations sur frustrations qui amènent la prise de pouvoir par la force, qui amènent les coups d'État. Chaque chef d'État est d'abord maître dans son pays, il est le premier responsable et doit tout faire pour toujours avoir à ses côtés ses concitoyens, c'est-à-dire œuvrer pour un hautement social, comme Patrice Talon le fait par exemple, une prospérité partagée. On a vu au Togo, comme au Bénin, qu'il y a eu une augmentation exponentielle et sauvage des salaires. C'est de ça qu'il est question. Amener les gens à mieux vivre dans votre pays. Ces chefs d'État de la sous-région doivent tout mettre en œuvre pour que les tests en vigueur soient respectés dans leur pays démocratique. C'est très important. Parce que c'est le non-respect des tests qui amène des frustrations. Respecter les tests, c'est vraiment difficile. La révision de la Constitution à la veille de la fin de leur mandat pour qu'ils s'éternisent au pouvoir. Ce sont ces trucs qui fâchent le peuple africain. Merci. Et nous devons nous dire que nous sommes dans un espace planétaire et que
non et non au coup d'État. Non, non, au coup d'État. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Merci, merci, on vous aura compris. Gagné la double, tout à l'heure, vous avez parlé de la guerre entre la Russie et la France. Alors, est-ce que selon vous, vous n'avez pas comme l'impression que les Africains qui sont en train d'être pro-russes ne font pas, c'est-à-dire on reprend du même? En réalité, comme le disait Kémy Seba, l'idéal africain n'est pas le changement d'un oppresseur pour un autre oppresseur. Vous savez, moi, la France, la Russie, tout au moins honnête, plusieurs fois, de façon médiatique, la Russie a dénoncé beaucoup de velléités occidentales. Je parlais de la France et des États-Unis. Plusieurs fois, nous avons entendu des discours de la Russie ne pas être en accord avec cette ingérence globale et totalitaire dont fait preuve les États comme la France. Donc, en réalité, actuellement, l'Afrique est faible. Il faut le dire, c'est un fait. D'un point de vue militaire, d'un point de vue économique. Donc, ce sera beaucoup difficile pour nous, surtout que nous n'avons aucune force d'affronter les pays comme la France et les États-Unis et de dire un nom qui soit retentissant, réel et impactant. Donc, cette faiblesse nous amène à forcément vouloir nous lier avec des puissances. Jusque ce qui serait vraiment important dans cette prise de décision qui est en train d'être générale, avec les coups d'État que nous sommes en train d'avoir et une certaine rupture entre la main visible, c'est qu'il faudrait que, si l'Afrique doit se lier avec la Russie par exemple, il faudrait que ce soit une liaison bien définie, basée en fait sur des accords égalitaires, que ce ne soit pas seulement une tendance bête à fuir le lion et à se jeter maintenant dans la gueule d'un loup. Mais est-ce que ce vent panafricaniste ne sert pas d'opportunité pour certains avides de pouvoir pour prétester d'un coup d'État? Il y a, à mon sens, nous avons deux types de dictateurs. Nous avons deux types de gouvernements autoritaires. Nous avons le gouvernement autoritaire qui a comme intérêt, qui a comme objectif principal, c'est l'intérêt personnel. Il y a ceux qui viennent seulement au pouvoir pour durer, juste avec un idéal égoïste. Mais il y a ce type de dictateurs-là qui ont un idéal général pour en fait assurer en fait le bon fonctionnement de la société africaine. Tant que, lorsque vous voyez dans les actions, dans les faits, dans les propos d'un gouvernement ou bien d'une structure putschiste, lorsqu'ils viennent, il faut juste écouter de façon très attentive ce qu'ils disent, voir les actions qu'ils sont en train de mener. Parce que moi, je trouve que c'est important que, c'est vrai que ce soit difficile, que ce soit douloureux, mais l'Afrique doit passer cette étape pour devenir réellement libre. Réellement libre. Avant de poser une question du genre à Adrien Tchoumakou, j'ai bien de poser la question de savoir quelle est alors la responsabilité aujourd'hui de la CEDEAO face à cela? Je ne veux pas tenir des propos extrêmes ici, mais une des grandes limites de la CEDEAO, c'est cette tendance à se faire toujours manipuler par ces gouvernants occidentaux-là. Nous avons l'impression, quand on voit les décisions qui sont prises par la CEDEAO, ce sont très souvent des décisions qui sont, pour la plupart, je ne dis même pas pour la plupart, pour la totalité des cas, des décisions un peu en faveur avec, quand on va dire, la France. Parce que, vous voyez, la France est contre le putsch. Automatiquement, l'Union africaine, la CEDEAO, toutes les institutions, je dirais plutôt toutes les organisations où il y a tous les pays africains ensemble sont directement pour. Donc on sent quand même que ces pays-là, ces organisations-là, si moi je vais être sincère, auriez-vous voulu que la CEDEAO soit pour un coup d'État d'un chef d'État qui a été démocratiquement élu 2 ans et demi à peine de pouvoir? La CEDEAO ne peut être pour ce type de décision, ce type d'événement, mais là où la CEDEAO pour moi a échoué, c'est déjà là où, au niveau où ils ont commencé à constater dans la population nigérienne de l'instabilité sécuritaire, l'instabilité sociale. C'est déjà là que la CEDEAO devrait intervenir. Si la CEDEAO n'intervient pas au bon moment et qu'on attend maintenant les retombées, c'est-à-dire un coup d'État, il ne faudrait pas qu'ils viennent pointer le nez au moment où c'est trop tard. Là, maintenant, ce sont les conséquences, ce ne sont pas les causes. Donc, en réalité, moi, je trouve que la CEDEAO a une certaine tendance à vouloir trop rester en lien direct avec la France et tout. Donc, si je vais être même très extrême, il faudrait qu'on puisse revoir les bases de cette fameuse CEDEAO-là. Tout à l'heure, Adrien Tchoumakou demandait à ce qu'on puisse revoir les textes, le fonctionnement également pour la rendre plus dynamique. C'est vrai que le président Patrice Talon également souhaitait cela. Mais Adrien Tchoumakou a constaté généralement que lorsque les militaires, généralement quand ils font le coup d'État, c'est pour quand même une période de transition. Mais on note depuis un certain temps que les militaires, désormais, lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils estiment qu'ils sont bons gouvernants.
Vous savez, excusez-moi, hein, vous savez, le pouvoir est juteux. Le pouvoir est juteux et quand vous prenez le pouvoir, écoutez, je pense que chacun de vous ici a une fois goûté au miel. Hein. Vous voyez comment le miel est doux, c'est bon. C'est comme ça le pouvoir est doux. Donc, je pense que quand les militaires prennent le pouvoir, ils ont automatiquement le goût du pouvoir. On pense que en 3 mois, ce serait une transition de 3 mois où une élection sera organisée. Mais on a vu des militaires qui sont au pouvoir, qui sont en train de faire il y a 2 ans. Vous voyez ça? D'autres plus? D'autres plus. Donc, ça peut vous dire quoi? Le pouvoir est juteux et les chefs d'État en exercice dans les pays membres de la CEDEAO doivent tout mettre en œuvre pour que les militaires ne prennent pas le pouvoir. Mettre tout en œuvre, c'est de respecter les thèses que ce pays s'est fixé, œuvrer à un hautement social, œuvrer à ce que l'économie de leur pays prospère et œuvrer surtout à ce que ce pays ne dépende pas d'autres pays. C'est de ça qu'il est question, c'est très important. Au plan sécuritaire, ça c'est primordial, puisqu'il faut vivre pour pouvoir voir les merveilles de son pays. Donc je pense quand même que dans un état de droit comme le Niger, on ne doit pas avoir eu droit à un coup d'État. Ce coup d'État est vraiment condamnable. Et je pense que si ces militaires peuvent écouter un peu les récriminations, les suggestions, les observations des partenaires étrangers, ils pouvaient encore ramener la balle à terre et remettre le pouvoir à Bazoum. Merci à vous, Adrien Tchomakou. Gala Ladovo, pour finir, quelles sont vos espérances? Moi, je n'espère sincèrement pas que le pouvoir soit encore remis à Bazoum. J'espère, moi étant un amoureux des principes démocratiques, peut-être qu'on peut refaire des élections, parce que déjà, nous voyons que les élections coûtent cher en Afrique, hein, dit-on. Malgré, il n'y a pas cet événement qui puisse coûter plus cher que le pillage dont est victime l'Afrique de la part des Occidentaux. Donc ne parlez pas de cherté alors que nous avons mais il y a quand même une question à vous poser. Permettez-moi. Oui, si vous permettez. J'ai la police de débat, je vous arrête pas pour vous poser la question de savoir. Généralement, on estime que, Adrien Tchomakou, vous suivez avec moi, que la plupart de nos chefs d'État sont pilleurs, ils font ci, ils font ça. Non, on ne s'intéresse jamais au système politique qui les a installés. Et tout de suite, on trouve que Bazoum, qui est venu il y a 2 ans et demi, dans un système de pillage, alors on organise des élections, qui revient encore pour faire quoi? Le militaire qui prend aujourd'hui les rênes, il est là dans quel système? Il souscrit à quoi? Alors, finalement, on va prendre encore les mêmes et recommencer. Vous ne pouvez pas peut-être assister à une situation comme le Burkina où, après, quelques temps après, c'est un autre militaire qui veut le renverser aussi. Le fait est qu'il n'y a pas de bienfait sans conséquence. Et toute œuvre positive, en fait, pour un autre public a forcément des limites. Donc, ce que moi, je vais vous dire, dans un premier temps, c'est de garder à l'esprit que c'est mieux que l'Afrique traverse ces instabilités-là et ensuite se relève. Lorsqu'on voit un pouvoir militaire venir, et que ce pouvoir-là est principalement soutenu par la population, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est la raison pour laquelle moi je dis, je suis pour la démocratie, je suis pour des élections qui sont refaites, qui soient refaites au Niger, mais je ne suis pas pour autant le fait que ce soit Bazoum forcément qui revienne, parce que déjà le peuple ne veut pas majoritairement de Bazoum. J'ai une question, oui, avant de revenir. Oui, je vais répondre à votre préoccupation. Oui, je vais revenir. Je vais le poser une question rapidement. Mais lorsque vous dites que le peuple soutient cela, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans nos pays africains, pour la plupart du temps, lorsqu'on élit un président aujourd'hui, 2 mois après, on fait les élections, si on doit faire les élections, le même président ne peut plus être élu, hein, parce que... Pas forcément. Si me parlez d'après un mandat, peut-être, mais là... Non, forcément 2 mois après. 2 ans déjà, nous sommes déjà dans une ferveur. Même 2 mois après. Le cas du Niger était beaucoup plus criard que ce que nous constatons. Pas 2 mois après, peut-être un mandat après, mais en réalité... au début, le Niger était comment avant que Bazoum le trouve lui-même? Oui, le Niger était peut-être dans une période, étant donné que... Pendant 2 ans et demi, il n'a rien fait? Je ne dis pas qu'il n'a rien fait, mais il y a déjà quand même une défaillance au niveau de sa gouvernance, sur le plan social, c'est un fait. Sur le plan
politique. Il n'a rien entrepris sur le plan social. Sur le plan sécuritaire. Si ce qu'il a entrepris est inférieur à la demande, ne vous étonnez pas que la population soit en colère. Oui, Adrien Tchoumakou. Aujourd'hui, la CEDEAO a reçu un coup fort avec ce coup d'État. Et je pense que ça doit rapidement servir de leçon au président en exercice de la CEDEAO et mieux écouter le président béninois Patrice Talon. Je vous donne un exemple. Quand vous parlez, par exemple, des présidents qui sont des pilleurs, des présidents de la République qui sont des pilleurs, Patrice Talon au Bénin, par exemple, c'est une valeur. Quand Patrice Talon, vous avez vu les conditions dans lesquelles Patrice Talon a pris le pouvoir en 2006. 16. En 2016, oui. Tout à fait. Quand il a pris le pouvoir, ceux qui couraient derrière lui, là, politiquement, Patrice Talon a mis fin à tout ça. Il a dit que c'est lui même qui a financé sa campagne. Si on doit organiser des élections dans un pays africain et que c'est l'opérateur économique, l'homme d'affaires, qui doit mettre des milliards à votre disposition pour la campagne, s'ouvrez que quand vous allez prendre le pouvoir, vous pouvez tout mettre en œuvre, lui favoriser le terrain pour qu'il puisse amasser assez de milliards. Donc vous préférez que ce soit les opérateurs économiques qui prennent le pouvoir? Vous ne me suivez pas. C'est pour dire quoi? Je suis en train de prendre l'exemple de Patrice Talon qui n'a été financé par personne, qui a pris son pouvoir, checké comme on le dit, qui aujourd'hui ne doit rien à personne et montre qu'il est là pour lutter contre la corruption et rien que la corruption. C'est très important. Si dans un pays africain, la lutte contre la corruption bat son plein et que le peuple béninois même voit ce qui se passe, pas le peuple béninois, c'est que le peuple africain, oui. Je parle de l'Afrique en général, oui. Le peuple africain voit que c'est la lutte contre la corruption et que ce n'est pas une lutte sélective. Écoutez, les militaires ne peuvent même pas aller oser parce que on sait que c'est tout le monde qui est concerné. Adrien Tchoumakou, pour finir, est-ce que le Bénin est à l'abri de cela? Le Bénin est bel et bien à l'abri. Écoutez, est-ce que vous ne vivez pas mieux au Bénin que d'aller vivre ailleurs? Dans ces pays où il y a ces coups d'État? Pas même dans ces pays où il y a un coup d'État ou dans d'autres pays, en général. Au Bénin, vous savez, je vous ai dit ce qui amène les coups d'État. Mais tout ça se respecte au Bénin. Au Bénin, il y a bel et bien le hautement social. Vous avez vu le dernier conseil des ministres où Patrice Talon a annoncé la réhabilitation, la construction de 700 hôpitaux. Vous ne voyez pas que c'est le hautement social? En décembre, vous avez vu comment les salaires des fonctionnaires ont presque augmenté avec... je ne sais même pas. Vous voyez plus ce que je passe? Comment les tests sont respectés? Les tests sont respectés au Bénin. Vous voyez au Bénin comment les Béninois vivent de plus en plus mieux, comment les gens découvrent de jour au lendemain l'asphaltage. Vous n'êtes pas content de ça? Certains ne seront pas d'accord avec vous. Donc je pense que nous vivons mieux au Bénin. Nous devons aider le président béninois à bien achever son mandat, son second et dernier mandat constitutionnel. Vous voyez ce que je dis? Donc je pense que le Bénin doit servir d'exemple aux autres pays de la CEDEAO. Pour finir, un mot. D'un point de vue social, c'est vrai que le Bénin est largement en avant sur les autres pays. Effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opposants qui essaient de semer des troubles et de jeter tout le temps du discrédit. Ils sont dans leur rôle. Si un opposant ne raconte pas sa vie. Pour qu'on puisse conclure rapidement. Donc, ils essaient de jeter du discrédit à ce que le gouvernement fait, mais en réalité, il faudrait qu'on puisse ouvrir les yeux, faire une analyse intellectuelle et ne pas être tout le temps dans l'émotion ou dans, comment vais-je dire, une certaine tendance à vouloir toujours voir le mal partout. Le Bénin, le président Talon fait énormément pour le Bénin, c'est un des présidents que j'admire le plus. Et moi, je trouve que si il continue dans ce sens-là, en tout cas, la menace d'un potentiel coup d'État est moindre au Bénin face aux autres pays. Mais sachez qu'il est important que nous prenions nos mesures, des mesures en fait pour que ça n'arrive pas. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec ce président africain que vous connaissez là, qui a préféré avoir comme cadre présidentiel des Rwandais. Si au Niger, c'est la garde présidentielle
qui déchoit le président en place. Est-ce que ça existe véritablement? Merci à vous, Gadiel Adouvo. Ce sont des rumeurs peut-être. Merci également à vous, Adrien Tchomakou. Vous aurez aimé ajouter un petit truc rapidement? Non, 30 secondes. En 30 secondes, Oui. ce que Patrice Talon avait fait, c'est encore bien. C'est que quand il est venu au pouvoir automatiquement, il a changé le dispositif présidentiel, la garde présidentielle, ceux-là qui étaient à la tête de la garde présidentielle, des services de renseignement. C'est ça, et c'est ce que Bazoum n'avait pas compris, et ce que Bazoum n'avait pas fait. C'est parce que Bazoum maintenant veut changer le patron de la garde présidentielle que ce dernier a dit non. Tu ne peux pas me changer. En fait, vous avez dit le fond de la vérité, en fait. Donc tout le reste n'est que alibi. Merci enfin d'avoir dit ce que j'espérais être entendu sur ce plateau. Merci à vous. Je rappelle que Adrien Tchomakou est journaliste, analyste politique. Il était face à un observateur et analyste politique, Gadiel Adouvo. Merci à vous, chers amis internautes. On se retrouve demain, dimanche, pour l'invité.